Sébastien Tourny, facteur de vielle à La Châtre. Je suis installé depuis 2013 et je fabrique des vielles à roue depuis 1998. Et donc là, vous êtes dans mon atelier de fabrication. Et donc là, vous êtes dans mon atelier de montage, où là, je passe 80% de mon temps, en fait. Donc vous pouvez voir des gabarits. Il y a tout un tas de gabarits, donc c'est avec ça que je vais faire mes pièces, préparer mes pièces. Là, on a ce qu'on appelle des moules pour les caisses. Donc j'ai un moule asymétrique, un moule symétrique. Quelques machines, donc comme une petite scie à chantourner, pour faire de la marqueterie et des choses assez fines. Ici, on a une ponceuse et lapidaire. À côté, j'ai la scie ruban. Et juste à côté, la petite scie circulaire et perceuse de colonne. Je suis en train de finir une vielle. Donc là, je viens de monter les cordes ce matin. Et donc, elle a poussé ses premiers cris ce matin, en fait. Vers 10 h du matin. J'ai mis 70 heures à peu près pour la fabriquer. La partie rythmique de la vielle, en fait. On appelle ça aussi un chevalet mobile. Et qui va donner la rythmique. Donc, oui, on peut en faire un. Les ciseaux à bois. Donc l'érable, c'est un bois qui est énormément utilisé en lutherie parce qu'il a des bonnes propriétés dynamiques pour la vibration du bois, et aussi c'est un bois qui bouge très peu, ce qui fait qu'on peut vraiment descendre dans les épaisseurs et avoir un bois qui ne bouge pas beaucoup et qui va vibrer. Et aussi l'intérêt de l'érable, c'est qu'il a comme on peut voir ici en fait, donc le fil du bois est ici, et là on voit des ondes, c'est ce qu'on appelle de l'érable ondé, et les ondes vont permettre de multiplier la mécanique du bois, c'est-à-dire la dureté du bois par 10 en fait, ce qui va permettre d'avoir des bois très fins, et ça va pouvoir bien vibrer sans se casser, sans se déformer. Donc là, je suis en train de faire la marque du chien. Donc là, je vais le désépaissir pour enlever de la matière. Voilà, fabrication d'un chien de vielle à roue. Là j'ai un chien, ce qu'on appelle en dos, à peu près. Et celui-ci il est en sol grave. Quand plus le diamètre est gros en fait sur les cordes, comme sur beaucoup d'instruments, plus le diamètre est gros, plus on va descendre dans les graves. La vielle à roue, c'est un instrument à cordes frottées. Donc on a trois parties différentes de la vielle. On a la partie rythmique qu'on vient de voir, la partie mélodique. Donc là on va mettre des cordes et en appuyant sur les touches, on appuie sur le sautreau et ça va couper la corde comme le doigt sur le violon. Abîmer trop la corde sur le frottement de la roue, parce que autant sur l'archer, sur un violon, on n'a pas besoin de mettre de coton, parce que l'archer va pas toujours au même endroit. On met de la colophane sur la roue, qui est l'archer de l'instrument.
Ça s'appelait Organistrum. Ça se jouait à deux. Donc il y avait un musicien, ça se tenait sur les genoux des deux musiciens. Un musicien qui tournait que la manivelle. Et un autre, au lieu d'appuyer sur les touches, il tirait sur des petites tirettes. Donc qui allait donner aussi, comme ici, des notes. Et donc il avait pas beaucoup de notes. Il avait entre 7 ou 8 notes. Et c'était pour accompagner les chants grégoriens. À partir du XIVe siècle, l'organistrum a un peu disparu parce que l'harmonium est arrivé. Et donc l'harmonium a pris la place de la vielle, de l'organistrum, pardon. Et l'organistrum est devenu un peu l'instrument du diable. Donc il a complètement disparu, presque disparu. En fait, après on a eu la vielle, ce qu'on appelait chiphonie ou symphonie. Donc là, à l'inverse de l'autre, c'était tout petit. C'est que ça fait comme une petite boîte où il y a tout l'intérieur. Il y a la roue, le clavier, il n'y avait pas encore la rythmique, il y avait juste les bourdons et les chanterelles. Là, ça s'appelait symphonie ou chiphonie. Et à partir du 17e, 18e, l'âge d'or de la vielle à roue, Marie-Antoinette s'est mise à jouer de la vielle. Et là, il fallait que toute la cour joue de la vielle. C'est là où il y a eu énormément de fabrication de vielle et avec les corporations, c'est-à-dire le sculpteur faisait la sculpture, le marketeur faisait la marqueterie. Où là, on a des chefs-d'œuvre en vielle à roue, avec des têtes, des super têtes en ébène, avec des dents en ivoire, un truc comme ça. Et l'objectif, c'était que la vielle devait détrôner le violon. Parce qu'en fait, la roue, qui est un archet, en fait, là, comme c'est un cercle, on a un son continu. Et l'objectif, c'était justement d'arriver à avoir un son continu, alors que le violon est obligé de s'arrêter. C'est retombé dans les oubliettes, donc c'est des mendiants qui jouaient de la vielle. Et la vielle a un peu disparu, elle est revenue grâce au groupe folklorique, donc l'un des premiers groupes folkloriques qui est sur Nohant, juste à côté ici, qui s'appelle les Gars du Berry, qui a été formé en 1888. Alors l'objectif de ce groupe folklorique, c'était de monter, d'avoir plusieurs musiciens ensemble, parce qu'on avait souvent, dans chaque petit village, il y avait souvent une vielle ou une cornemuse qui animait les Saint-Blaise, les Saint-Vincent, les mariages, les enterrements aussi. Et là, en fait, l'objectif, c'était de rassembler un peu tous les musiciens autour de la châtre. Et donc, c'est là où est né les Gars du Berry, où ils sont montés jusqu'à 70, 80, même voire 100 musiciens ensemble, où ils ont été un peu comme l'harmonie municipale d'aujourd'hui, mais en musique traditionnelle. Et à partir de 1950, la vielle est un peu retombée dans les oubliettes à cause de l'accordéon chromatique. En fait, les musiciens qui jouaient de la vielle se sont mis souvent à l'accordéon chromatique, et le cornemuseux se mettait au saxo ou à la clarinette. Et donc, ils jouaient plus des morceaux de l'époque des années 60, des années 50, qui étaient plus faciles que de les jouer avec la vielle. Et c'est à partir de 1970, on a eu des Gabriel Yacoub, qui ont remis un peu la vielle c'était plus dans le folklore, c'était plutôt dans la musique traditionnelle. On a Malicorne, qui était un groupe phare des années 70, et le festival aussi de Saint-Chartier, donc qui s'appelait le festival des maîtres sonneurs, qui a démarré en 76 et qui a existé jusqu'en 2013. Ouais, c'est ça, 2013. Et le son continu a repris 2014 jusqu'à encore aujourd'hui, enfin encore cette année. Et là, c'est un festival qui a eu une renommée mondiale, c'est un festival, le plus gros festival d'Europe en musique traditionnelle. En fait, ce festival a été créé en 76 par Michel Fromenteau, qui jouait de la vielle à roue en plutôt musique classique, et Jean-Louis Boncoeur, qui était un conteur renommé ici, qui était prof de dessin dans la vie courante, mais qui était conteur, qui créait des contes berrichons. Et leur objectif, c'était de rassembler les musiciens et les luthiers. Parce que souvent, le musicien allait voir son luthier, et c'est tout, point, ça s'arrêtait là. Mais l'objectif, c'était de faire cette rencontre. Et donc, ils ont commencé ce festival, qui était une petite fête de village, qui a démarré, et très vite ça a monté. Et en 2002, c'était le plus gros festival d'Europe, où il y avait plus de 30 000 personnes qui venaient. Il y avait plus de personnes dans le off que dans le in. C'était d'ailleurs, beaucoup de gens connaissaient le off, mais pas le in. À l'époque, j'avais une petite maison dans la Châtre avec un petit logement. Je louais le truc pour 4 jours. Il y a des gens qui étaient jamais rentrés. Il y avait un parc du château où il y avait tout le in. Ça faisait 10 ans qu'ils faisaient le festival. Ils étaient jamais rentrés voir les luthiers. C'est vraiment ce festival qui m'a fait connaître les musiciens professionnels et le réseau de la musique, où je me suis aperçu que j'étais pas le seul à jouer de la vielle. Aujourd'hui, c'est rigolo parce que j'ai des gens qui se foutaient de moi, qui étaient à l'école avec moi, puis aujourd'hui, ils viennent me commander des vielles. Et donc, ce festival a vraiment fait une promotion sur cette musique traditionnelle qui est énorme. Là, aujourd'hui, c'est un peu fini ça, mais à une époque, les étrangers venaient, parce que la musique Centre-France, donc il y a des musiciens comme Frédéric Paris, La Chavanée, qui est un groupe folklorique sur Sancoin, enfin Saint-Amand-et-Nevers plutôt.
c'est une locomotive de la musique traditionnelle. Ils jouent de l'accordéon, ils jouent de la vielle, ils jouent de la cornemuse et ils créent beaucoup de musique. Ils ont fait beaucoup d'albums. Donc les étrangers venaient en France chercher les partitions, les CD, les machins pour apprendre leurs morceaux. Aujourd'hui, ça c'est un peu fini. La nouvelle génération de musiciens belges, italiens, ils ont leur composition. Ils se sont servis leurs aînés se sont servis de tout ce que les Français ont fait. Et là maintenant, ils créent leur musique et ça marche super bien. Et je dirais même que c'est bien plus évolué que chez nous. Que là, quand on va, là j'ai fait des salons en Italie, j'ai fait des salons en Hollande, on allume la télé dans l'hôtel, on a une émission consacrée au festival. En France, la seule tradition qu'on entend, c'est Bretagne, ou l'Irlande, ou la Corse, c'est tout. Le reste, on n'entend pas du tout parler. Donc le son continue l'année prochaine, rendez-vous du 11 au 14 juillet, au Château d'Ars. Maintenant, beaucoup dans les musées, en fait. À la Cité de la Musique à Paris, il y en a une. Oui. Il y a une Louvet, qui est une vielle de 1724, je crois. Il y a eu à une époque, il y a eu des gens qu'on a racheté, en fait. Il y a eu aussi, il y a des gens qui ont essayé d'en acheter parce qu'ils se sont dit, il n'y aura plus de facteurs de vielle. Donc on va en acheter, et on va pouvoir les revendre à prix d'or. Malheureusement, il y a encore des facteurs de vielle. Ces vielles-là ils n'ont pas énormément gagné en argent. Mais oui, ça existe encore. J'en révise 3 ou 4 des vielles qui sont 1724. La vielle à roue, c'est un instrument, on peut l'appeler comme traditionnel. Mais pour moi, il y a deux choses un peu différentes. Le traditionnel, pour moi, c'est contemporain en fait. Aujourd'hui, les gens qui jouent de la vielle à roue, les musiciens professionnels comme les amateurs, comme on peut voir au festival de Son Continu maintenant, qui était à Saint-Chartier avant, maintenant le Son Continu qui est au Château d'Ars, dont je fais partie dans l'organisation, qui se déroule du 11 au 14 juillet, qui va encore être cette année 11 au 14 juillet. C'est un festival où la musique, les musiciens qui jouent sur scène, ils jouent bien des morceaux traditionnels comme la bourrée, comme la valse. Donc ça part vraiment des bases qui existent depuis très très longtemps, mais avec leur composition à eux. C'est-à-dire que 90% des musiciens qui jouent sur scène, c'est leur musique à eux. Et donc c'est une musique très contemporaine et très vivante. Et c'est ce qui permet d'évoluer au fil du temps, parce que comme elle évolue par rapport à son temps, et ben elle va toujours être en avance en fait sur les choses et comme il faut en fait, sans oublier d'où on vient en fait. On a toujours dit, et ça je le dis, s'il y a bien un truc que je dirais, c'est pour avancer, il faut savoir d'où on vient. Et donc on a les deux en fait, on a le folklore, on a les groupes folkloriques qui sont habillés comme à une certaine époque, qui ont figé l'époque, qui jouent comme à l'époque, mais aussi en parallèle on a les instruments, on a les groupes traditionnels, donc plus on va dire plus folk, où ils ont pris les bases de la tradition et ils l'ont fait évoluer. Je suis convaincu qu'elle va encore évoluer parce que ces 10 dernières années, je pense que c'est l'instrument qui a le plus évolué sur tous les instruments du monde. Moi j'ai vu une grosse évolution, j'ai commencé à en faire chez Carbeuf en 98, j'ai commencé à en faire chez Gorgeon en 80, j'ai eu mon BEP en 93, en 80, 14 ans, en 79, 89, j'ai commencé à en faire en 89. Ce que je faisais en 89 et ce que je fais aujourd'hui, ça n'a plus rien à voir. Il y a bien toujours le clavier, il y a bien toujours les cordes, machin, mais ça pue tout le même son, ça pue tous les mêmes objectifs. On est beaucoup plus régulier sur les choses. Il faut que ça soit un instrument qui soit juste, parfaitement juste. Alors qu'avant, on était un peu aléatoire. Alors ça, il y a ça, c'est aussi grâce aux musiciens professionnels qui ont des exigences et qui veulent jouer pas qu'avec des cornemuses ou des accordéons. Ils jouent avec tous les instruments. Donc là, il faut que l'instrument soit un instrument de musique et pas un instrument traditionnel. Parce qu'à une époque, on disait, mais c'est une vielle, on peut pas faire mieux. Et Gilles Chalma, il joue de la vielle, il a joué avec n'importe quel instrument, comme n'importe qui avec notre instrument. Là, il m'a dit, alors, en effet, on n'était pas beaucoup musiciens professionnels, donc j'étais le meilleur de France, facilement, comparé à un guitariste jazzman ou un guitariste classique. Il dit, là, ils sont beaucoup sur le marché. Donc, pour être le meilleur, c'est qu'il faut vraiment être très fort. Moi j'utilise beaucoup les caisses en érable, la table en épicéa, le fond en érable aussi. Mais je remplace des fois l'érable par le noyer, donc il y a un bois qui est beaucoup plus marron. Là on en a du noyau d'Amérique, on appelle ça, qui est un peu noir. On peut utiliser autre que de la table d'épicéa. Moi je l'utilise à 90% parce que l'épicéa a un bois qui est vraiment reconnu pour la résonance. Et il faut savoir aussi que plus l'instrument va jouer,
plus le bois va se bonifier en fait dans la vibration. Donc on peut vraiment avoir un instrument qui va évoluer avec le musicien. On peut avoir du red cedar, donc c'est un bois qui est un petit peu plus rouge, mais aussi qui est un résineux et qui pousse très vite, contrairement à l'érable. Et là, en fait, il a un son beaucoup très dynamique, direct. Mais dans le temps, il va moins se bonifier. S'il marche pas au démarrage, on va pas arriver à avoir quelque chose. Alors que là, bon, faut que ça marche bien sûr. Même au démarrage, faut que ça démarre. Mais le musicien, je le vois, hein, des gens comme Gilles ou comme Greg qui en jouent beaucoup, très souvent de la gueule, enfin même beaucoup par jour, par rapport à un client lambda qui va en jouer 5 à 6 heures par semaine, alors que c'est 5 à 6 heures par jour, voire même, sûrement plus. Et ben là, je le vois en un mois, l'instrument il a énormément évolué. Quand il part de l'atelier et qu'il revient, il a complètement changé le son. Le bois bouge, il va évoluer parce que plus on le fait vibrer, plus il va devenir souple et plus il va vibrer. Et aussi le réglage et la patte du musicien qui va avoir derrière. Parce qu'il faut savoir que l'instrument peut être très bon, si le musicien est très mauvais, ça va pas marcher. Et à l'inverse, ça peut être un instrument qui soit pas terrible, mais avec un super musicien, et ça va sonner toujours. En lutherie, il faut utiliser des bois. En fait, à la différence d'un ébéniste, on est quand même très proche, on a quasiment les mêmes, on demande la même qualité, c'est-à-dire qu'on travaille au centième, comme l'ébénisterie. La différence, c'est qu'un ébéniste va utiliser des planches de bois. Et nous, les luthiers, on est obligé d'avoir toujours la veine, faut que ça soit bien franc. Et donc, une scierie en France qui fait ça. Ça s'appelle les bois de lutherie. Il est dans le Jura, donc dans les hauteurs. Pourquoi? Parce qu'en fait, les bois, plus ils sont dans les hauteurs, plus ils poussent lentement. Plus ils poussent lentement, les fibres du bois sont très serrées. Et plus elles sont serrées, et bien automatiquement ça va transmettre mieux le son. Et surtout, ça va moins bouger parce que mécaniquement, il est beaucoup plus résistant. Donc on peut vraiment descendre dans les épaisseurs. Pour vous donner des exemples, la table d'harmonie fait 3,2 en épaisseur. Mes éclisses ça font 2,1 et ainsi de suite. Si j'utilisais des bois d'ébénisterie en planche, j'aurais des déformations en fait. Et je suis obligé de travailler sur des épaisseurs un peu plus importantes. Et donc là en fait on a souvent en lutherie en fait le mec de la scierie, donc qui était anciennement Bernard Michaud, j'ai perdu le nom de son remplaçant. Il a des bois qui font à peu près la hauteur d'une contrebasse. Il prend le tronc et au lieu de le découper en planche, il va le fendre en deux et après il va le découper en camembert. Ce qui fait qu'on a toujours les veines du bois bien franche et surtout ce qu'on appelle sur quartier. C'est-à-dire que les veines de la table sont pas comme ça, sont toujours bien comme ça. Pour qu'elles bougent pas trop et que surtout que c'est là qu'on s'aperçoit que c'est là qu'il y a le meilleur son. J'associe souvent la lutherie à la cuisine en fait. On a tous les mêmes ingrédients. Suivant comment on va les utiliser, automatiquement ça va changer le son. Et surtout dans la vielle qui c'est encore très très artisanal, voire toujours artisanal. Alors j'ai quelques machines numériques mais le 80% du temps c'est de la prestation, donc c'est fait à la main. Et là chaque luthier, on est une quinzaine en France à fabriquer des vielles à roue. Chaque luthier a son son, chaque luthier a son instrument. Et on fait pas la même chose en fait. Alors, on utilise beaucoup de cordes en vielle à roue, tout ce qui est musique traditionnelle. On utilise beaucoup de cordes boyaux, donc du boyau d'ovin au bovin. Quand on part sur des altos, comme celle-ci, pour descendre dans les graves, là on va être obligé d'utiliser des cordes du quatuor. Donc là je vais utiliser un sol d'alto et un do d'alto. Et que je vais descendre pour avoir... parce qu'en fait, dès qu'on a de la corde métallique, donc on va alourdir la corde, ce qui fait que la vibration va être beaucoup moins vite, va aller moins vite, et donc on descend dans les graves. Comme si vous pouvez regarder sur les bourdons, ils sont encore plus gros, avec des filets plus gros. Ah oui. Et là, ils sont encore plus graves. Et il y a des cordes dont j'ai pas trop parlé, parce qu'elles sont pas trop encore bien réglées, mais... Elles sont toutes déréglées, mais c'est les cordes de sympathie. Donc c'est les seules cordes qui ne touchent pas la roue et qui vont sonner par sympathie. Donc quand les autres cordes vont faire certaines harmoniques, elles vont réagir et c'est ce qui va donner un peu de sus ou de la réverb en fait. Mais celle que je vais démarrer la semaine prochaine, je vais travailler avec Romain Baudouin, je lui ai déjà fait un prototype, où là on a la roue qui bouge pour pouvoir faire comme un violon, en fait, vraiment diminuer le son ou remonter le son. Elle va toucher plus ou moins la corde, jusqu'à même se décrocher complètement des cordes, on va pouvoir faire ce qu'on appelle du tapping. Donc au lieu d'avoir le son par le chevalet, en tapant sur les touches, ça va donner les notes.
Et ça, c'est Grégory Jolivet, qui est un vielliste sur Châteauroux. Et en fait, c'est lui qui a eu l'idée de transcrire ce qui se passait en guitare, avec le tapping sur la guitare, il l'a remis sur sa vielle. Et donc, comme il n'y a pas beaucoup de sons, comme on frappe pas beaucoup la corde, il faudrait jouer plus. Sa première idée, c'était de déplacer la corde sur le chevalet pour qu'elle ne touche plus la roue. Et Romain Baudouin, qui est un de ses collègues, qui est aussi musicien professionnel, mais qui lui est sur Pau, et ben, il a eu l'idée de bouger la roue pour décrocher la roue et pouvoir jouer en tapping et en même temps en son continu quand il le souhaite. Et on a un autre vielleux qui s'appelle Guilhem Desk, qui est le fils d'un luthier qui s'appelle Daniel Frouvel, qui est plutôt axé sur les percussions, qui lui, musicien, un peu aussi luthier, parce qu'il fait un peu tout. Il a carrément une petite barrette ici, là, en appuyant avec sa main, il fait descendre la roue, et donc il a à peu près le même système que Romain il a sur sa vielle. Au lieu que la roue bouge en latéral, elle va plutôt descendre. On peut diminuer le son ou l'augmenter. Il faut savoir que la vielle à roue, les musiciens professionnels en vielle à roue, c'est très jeune. Hein. C'est le premier, c'était Valentin Clastrier, et c'est 1978-1980. Oui, c'est vous voyez, c'est vraiment très jeune. Ouais. Et depuis Valentin, il y a eu beaucoup d'émulation de musiciens professionnels en vielle à roue. On a des Gilles Chamna aussi, qui est à côté de Châteauroux, à Étreché exactement, qui a été le musicien, il a fait un peu toutes les grosses scènes avec Jean-Jacques Goldman, avec Stéphane Escher et tout ça. Il a tourné longtemps avec un groupe corse, chant corse, et Mouvrini. Et lui aussi, en tant que musicien professionnel, automatiquement, en jouant de la vielle 8 heures par jour, voire même plus, il a des idées et le luthier doit s'adapter à ça. Donc avec Gilles, j'ai bossé, on a fait une vielle la même que celle-ci, en 3 chanterelles. J'en ai fait une la même mais en 2 chanterelles, et j'en ai fait une aussi en ténor, dans les graves. Où il joue dans un groupe qui s'appelle Muddy-Gurdy, donc c'est du blues à la vielle à roue. Alors, ça fait plus de 20 ans que je fabrique des vielles, donc j'avance. En fait, on avance toujours. On trouve toujours des nouveautés dans la lutherie, dans le son, dans les techniques. Et donc, quand on me demande un truc qui a jamais été fait, il faut réfléchir. Souvent, je fais un premier prototype aux musiciens. C'est ce qui s'est passé pour Romain Baudouin ou pour Jean-Luc Im, où j'ai fait une copie 18e. J'en avais jamais fait avant. J'en avais vu quelques-unes dans les musées. Mais l'objectif, c'était d'avoir un instrument petit, bien décoré, avec un son de l'époque, mais aussi un son qu'on peut entendre aujourd'hui. C'est-à-dire mettre des micros pour pouvoir le brancher, pour jouer dans n'importe quelle situation. Et donc, quand c'est comme ça, quand je suis pas sûr de la chose, je fais d'abord un prototype, et après, le musicien, on va bosser 1 an, 2 ans dessus, jusqu'à ce qu'elle soit, on soit au bout du réglage, qu'on ait tout compris, et que là, je fais l'instrument final. Ça arrive toujours, mais là justement on réfléchit, on se repose. Je vois quand j'ai fait la ténor de Gilles Chamna, donc c'était une vielle qui était beaucoup plus longue, que j'avais jamais fait. On a travaillé ensemble, là j'ai pas fait de prototype, c'était direct. En fait, normalement je fais une vielle, je la démarre, celle-ci j'ai démarré il y a 3 semaines. Sur celle de Gilles, j'ai démarré au mois de janvier et je lui ai livré au mois de juillet. En fait, il y avait des choses qui allaient pas, donc j'en ai fait 2 en même temps, et avec une lutherie comme j'avais l'habitude de faire. Et c'était au moment du Covid, et pour moi ça a été une chance ce Covid. Ça m'a permis de bloquer, on faisait plus de réglages, plus de révision, parce que les clients n'avaient plus le droit de bouger. Je m'étais axé que sur la fabrication, et au bout de 3 mois j'avais un peu d'avance sur mon planning. Donc je me suis dit soit je ramène tout le monde, parce que j'ai 4 ans de délai en fabrication, j'ai 4 ans de commande d'avance, et soit je ramène tout le monde, ou j'essaye de faire des nouvelles, de trouver une nouvelle lutherie. Et donc je suis parti là-dessus. À l'époque, je faisais pas mal de courses à pied, et quand on va du point A au point B, faut s'occuper l'esprit, et c'est là que ça tourne. Et en courant, j'ai trouvé une technique de lutherie, de barrage, que j'ai mis en place, et ça a fonctionné. Et la vielle de Gilles, la ténor de Gilles, c'était la première avec ce système-là. Et ce qui est rigolo dans l'histoire, c'est que quasiment dans les mêmes moments, j'ai un facteur de guitare qui habite en Bretagne, qui s'appelle Fred Ponce, qui a trouvé la même technique. Et je l'ai su parce que lui, la guitare étant beaucoup plus médiatisée, il a fait des vidéos sur YouTube, il expliquait qu'il avait trouvé un nouveau barrage, des trucs comme ça, et de la façon dont il expliquait, je me dis mais ça ressemble vraiment à ce que je viens de mettre en place. C'est rigolo. Et en fait, j'ai envoyé un petit mail en disant là, t'inquiète, je fais pas de guitare, mais je fais des vielles à roue, et sur telle vidéo que t'as mis sur YouTube, j'ai l'impression que ça ressemble beaucoup à ce que j'ai mis en place. Ce que t'appelles les barrages dynamiques, ça y ressemble. Et il me dit,
Ok Seb, je te connais, ma belle-sœur joue de la vielle et elle est cliente chez toi. Donc il m'a envoyé tout son processus, je lui ai envoyé tout mon processus et en effet c'est vraiment très proche. Et on a essayé de comprendre comment on avait pu faire la même chose en même temps. En fait on a regardé un tremblement de terre, une émission sur les tremblements de terre en Chine et ils se sont aperçus que les bâtiments qui étaient faits en collage, en multicollage avec du bambou, en fait, au moment des vibrations, l'immeuble bouge, mais il se casse pas. En fait, il prend toute la vibration, mais il a une mémoire de forme, une très bonne mémoire de forme. Et donc, c'est comme ça qu'on a eu cette idée. Donc, au lieu de découper dans la masse, j'ai fait des gabarits de cintrage et je viens coller plusieurs pièces avec un cintrage. Ce qui fait que j'ai un cintrage comme sur les tables, mais avec une mémoire de forme dynamique en fait. Et donc dès que le bois se met en vibration, son objectif c'est de revenir très vite comme un ressort à son état normal et c'est ce qui va donner du son à l'instrument. Et on a fait la même chose en même temps. Lui il a dû le faire au mois de mars, tout au début du confinement, et moi je l'ai mis en place au mois d'avril, fin avril. Pour ça que le métier je l'adore, c'est parce que on n'a pas de limite en fait. Et tous les jours, c'est pas comme dans le violon où il y a des Stradivarius du violon, à la vielle il n'y en a pas. Chacun va dans son monde et chacun va suivre son chemin. Et l'objectif c'est d'arriver à optimiser son truc. Et donc tous les jours on apprend des choses, tous les jours on avance. Et puis là, on a une nouvelle génération de facteurs de vielle, des Benjamin Pousadou qui sont un petit peu plus jeunes que moi, qui ont bien compris que tout seul, ça pouvait pas fonctionner. Et donc, on se passe beaucoup de choses, en fait. Le fait qu'il y a des luthiers, des musiciens professionnels, automatiquement, le musicien professionnel va chez un luthier parce qu'il aime bien ce son, parce qu'il est connecté avec cette vielle. Et donc, il va faire avancer le luthier. Et donc, comme il va partir dans un sens, un autre dans un autre sens, un autre dans un autre sens, que si l'artiste ne veut pas faire la même chose que l'autre artiste, sinon ça servira à rien. Et s'il veut se faire connaître, il faut qu'il ait quelque chose de différent. Et donc c'est comme ça qu'on avance. Et alors qu'avant pas trop en fait, on copiait ce qui se faisait parce que l'âge d'or de la vielle, c'était Marie-Antoinette, mais après il y a eu un petit village qui s'appelle Janzat, qui est juste à côté de Vichy, où là ça a été la capitale de la vielle à roue, un peu comme Mirecourt pour le violon. Il y a eu Pajot qui avait appris à Paris avant la Révolution, il s'est barré en campagne parce que peur de se faire couper la tête. Il est arrivé à Janzat, 1768 ou 74, et là il y a eu pendant de 1774 à 1930, il y a eu la maison Pajot, donc de père en fils, ça s'est transmis. Et en même temps, il a formé des luthiers comme Nigou, comme Descantes, comme Caille, comme Pimpard et comme Tixier, qui se sont tous installés autour de Janzat. Et c'est-à-dire que tous les gens qui voulaient de l'évielle, s'ils allaient à Janzat, ils avaient automatiquement une vielle. Et ils s'entendaient soi-disant pas par devant, mais professionnellement ils s'entendaient très bien parce que j'ai des vielles, on les reconnaît, parce que c'est de l'artisanat, donc on reconnaît bien le coup de patte. Mais c'était Nigou qui avait le plus de commandes, donc lui, pour avancer plus vite, maintenant il appelait Pajot parce que c'était le maître. Il appelait Pajot, il dit voilà, j'ai une vielle à faire tout de suite, faut qu'elle aille vite. Donc Pajot distribuait, demandait les chevalets à un tel, les claviers à la caisse à l'autre, et en une semaine la vielle était montée. Alors au début, c'est toujours un peu. Maintenant, j'y suis habitué, mais et puis je sais qu'elle va partir sur d'autres aventures. Et quand c'est des mains comme là, Benoît Roblin, c'est un musicien professionnel, donc je sais qu'elle a entre de très bonnes mains et qu'elle va encore bien mieux jouer que dans mes mains en fait. Comme quand on met les cordes. Dès qu'on met les cordes, là je les ai mis ce matin. J'ai fini la vielle, tout collé le samedi matin. Samedi après-midi, j'ai pas eu le temps de mettre les cordes. Et je les ai mis ce matin. Et donc l'objectif, c'était d'entendre ce qui allait se passer. J'étais au conservatoire de Châteauroux, j'ai démarré la musique à 6 ans, donc j'en ai 50. C'est un petit moment que je joue de la musique. Et à partir de 6 ans, il fallait faire au conservatoire, je sais pas si c'est encore le cas, mais je crois que si. Avant de faire un instrument, il faut faire 2 ans de solfège. Et moi qui étais nul à l'école et nul en solfège, donc la théorie, j'ai dû refaire une 3e année, et que j'ai réussi enfin à avoir. Et mon objectif, c'était de faire de la trompette. Et je suis arrivé sur le banc pour aller en trompette, il nous faisait faire un exercice de lecture partition, et fallait lire la partition assez rapidement, chose que je savais pas faire. J'étais le 5e sur le banc, donc les 5 premiers ont réussi à chanter la première phrase, donc je l'ai mémorisé, donc je l'ai dit tout de suite, et le gars me dit ah bah super, tu sais super bien lire, t'es le meilleur, tu vas me lire la 2e ligne, et là c'était beaucoup moins drôle. Donc quand il a vu que je savais pas mieux lire que les autres, il m'a pas pris. Prêt à repartir du conservatoire, dans les couloirs du conservatoire, je dis à ma mère c'est bon, j'arrête la musique, je me mets au judo. Et le prof de vielle à roue,
qui s'appelle toujours Jacques Le Couturier, qui habite sur la Châtre, a entendu cette phrase et il a dit: si tu veux, moi je peux t'apprendre un instrument sans solfège. Et donc c'est comme ça que je suis arrivé à la vielle-à-roue. Tout de suite plu, c'était vraiment un instrument sur lequel je me suis tout de suite plu. Et n'étant pas très bon, j'aimais pas du tout l'école, donc je me suis plutôt réfugié dans la musique, où j'y passais des heures et des heures et des heures. Et comme ça payait, ça marchait, j'y avançais vite, donc j'étais très très motivé. On a très vite joué avec des copains qui s'appellent Daniel Langlois et Gérard Guillaume. Donc Daniel Langlois qui est prof de cornemuse à Nevers, à Bourges et à Issoudun. Et avec lui, on avait monté un trio, ça s'appelait les trios des cornemuseux de la Brande. Et on faisait les Saint-Blaise, on animait les Saint-Blaise, les Saint-Vincent. On animait quelques soirées des balles, des soirées contes avec Jean-Pierre Michaud qui est décédé maintenant, mais qui faisait des contes sur Jean-Louis Boncoeur, donc il reproduisait. Donc il faisait des contes. Nous, quand il allait se grimer autrement, on jouait de la vielle et de la musique et tout. À partir de 12-13 ans, j'étais beaucoup avec mon oncle menuisier, qui s'appelle Roger Chamna, mon oncle, qui était pas à son compte, mais qui avait des machines chez lui. Et l'été, il faisait toujours des petites choses pour les voisins, où je l'aidais, j'étais tout le temps avec lui. C'est lui qui m'a donné l'amour du bois. En fin de troisième, je suis arrivé à la Châtre, au lycée de la Châtre, donc c'est un lycée professionnel axé sur le bois. J'ai passé mon CAP, mon BEP de menuiserie, et après mon CAP d'ébénisterie. Après, j'ai fait un diplôme dans la restauration de meubles anciens. J'ai appris la sculpture, le vernis au tampon, la marqueterie. L'objectif, c'était de fabriquer des vielles-à-roue. Et quand j'ai commencé à aller dans le conservatoire, en 83, oui, c'est ça, 83. Il y avait quelques vielles qui étaient en location au conservatoire, qui était un petit papy qui s'appelait André Gorgeon, qui était sur Châteauroux, qui était ébéniste et sculpteur et surtout tourneur sur bois, et qui vendait à la fin des machines à bois. Et lui s'est mis à faire des vielles à peu près à sa retraite, en 74, donc quand je suis né. Il a commencé à en faire une, deux, trois, et il en a vendu quelques-unes, et je suis allé très souvent chez lui. C'est avec lui que j'ai appris le métier. Donc j'ai commencé à aller chez lui à 14-15 ans, quand j'ai eu ma mobilette, où je pouvais aller chez lui. Donc j'allais souvent le samedi après-midi, après j'y allais le samedi toute la journée, après j'y allais le samedi et le dimanche, des fois j'y allais toute la semaine en vacances. Je dormais directement chez lui, et c'est lui qui m'a vraiment donné la passion de la lutherie. Et j'ai eu la chance, par le biais du festival de Saint-Chartier, en 97, Bernard Carbeuf, qui était facteur de vielle sur la Bretagne, qui avait pas trop de boulot parce que en Bretagne c'est un peu excentré, il y avait pas énormément de joueurs de vielle. Il a dit: je vais venir en centre, et là je serai au milieu de la France, donc je ciblais beaucoup plus de monde. Donc il arrive en 96 à la Châtre, et en 98 il m'a embauché, en septembre 98 il m'a embauché comme salarié. Quand on fait que de la musique traditionnelle, les morceaux ça fait 32 mesures, c'est assez facile à mémoriser, c'est pas très compliqué. Mais quand on veut partir sur d'autres genres de musique, du classique, j'ai fait du jazz, j'ai fait du baroque, là la mémoire elle suffit pas. Quand il y a toute une symphonie où il y a je sais plus combien de mesures à apprendre, souvent des fois ça se décline, c'est-à-dire que il y a sur la partie A elle est comme ça, mais la partie A' elle est différente d'une note, et donc on peut pas s'en rappeler. Donc là il faut savoir lire la musique. Donc là j'ai reparti à 18 ans, je suis reparti au conservatoire. Mais il y a qu'en France qu'on a le mot solfège. En France on fait d'abord la théorie avant la pratique. Dans tous les autres pays, je vois Lisa Wolf qui est facteur de cornemuse, qui est installée à Neuvy, à côté là. Elle est allemande, elle a appris la clarinette, elle sait super bien lire la musique, mais elle a fait d'abord 7 ans de clarinette avant de voir théoriquement ce qui se passait. Et donc eux ils appellent la théorie musicale. C'est-à-dire qu'ils apprennent la musique et après ils mettent une théorie sur ce qu'ils viennent d'apprendre. Donc c'est simple. C'est comme si nous on devait apprendre à parler, à lire avant de parler. En vielle-à-roue. Course qui est sur le quatuor, il y a l'item où ça va être axé plus sur l'accordéon, oui. Il y a tonique chromatique, la guitare, le saxo, enfin tous les cuivres, le piano. Il y a aussi le côté régie, son, donc ingénieur du son et ainsi de suite. Mais en vielle-à-roue, il n'y a pas. Et après, quand je suis arrivé chez Carbeuf, 98, moi mon axe c'était ce que faisait Valentin Castrier, ce que faisait Gilles Chamna, c'est-à-dire avec des vielles contemporaines, c'est-à-dire avec des micros, de l'amplification, des sons plus graves, donc les sons alto, sons ténor. Donc partir de 90, je suis arrivé chez 98 jusqu'en 99-2000, j'ai exactement fait comme il le disait, comme il voulait qu'on fasse. Mais à partir de 2000, j'ai commencé à faire les instruments. Donc je passais du temps tous les soirs. En fait, je finissais ma journée de salarié à 18h. Je rentrais à la maison quand j'ai eu mes enfants, on s'occupait de mes enfants avec ma femme. Et une fois qu'ils allaient au lit, je repartais à l'atelier à partir de 21h30 jusqu'à minuit, 1h du matin, juste pour comprendre vraiment ce qu'était que la lutherie et comment améliorer les choses. En parallèle, j'avais un groupe qui s'appelait La Bête Noire,
et de l'au-delà. Donc c'était un groupe, on était 9 musiciens sur scène, et l'autre c'était plutôt du bal. On était un quatuor, basse, batterie, vielle, cornemuse avec mon frère. Et quand j'avais fait 2 vielles identiques, et quand j'en avais une qui était à l'atelier, l'autre était sur scène. Et j'essayais de comprendre ce qui se passait en changeant un truc, en changeant un petit truc, un bois, une épaisseur, changeant de matériaux, ainsi de suite, pour comprendre pas mal de choses. Ce qu'on m'avait appris avec André Gorgeon, ou ce que j'avais appris avec Bernard Kerbeuf, il y avait des choses qui étaient logiques, il y a des trucs qui allaient bien, mais il y a des trucs qui allaient pas. Je comprenais bien que c'était pas ça. Donc je voulais vraiment comprendre et me former moi, prendre l'expérience en fait, parce que les secrets professionnels ça n'existe pas. Bah oui. C'est vraiment l'expérience qui fait que... C'est en forgeant qu'on devient forgeron, il n'y a pas de secret. C'est ça. Au lycée de La Châtre, il y en a 2 en France, il y en a une à Château-Chinon et une à La Châtre. La première, elle est arrivée à La Châtre en 2002. Avec le biais du festival, le prof d'ébénisterie qui était à l'époque, qui est décédé maintenant, mais qui était Monsieur Bélanger, et le comité Georges Sand, ils ont mis en place une classe de lutherie, c'est une découverte à la lutherie, où on est 5, alors au début c'était que la vielle, avec Raymond Chance, enfin non à l'époque c'était Pascal Kranga et Michel, qui était prof de techno, mais qui a fait toute une bible sur la vielle à roue, comment fabriquer sa vielle, sa propre vielle. Et donc ils ont été pendant 1 an sur cette école. Après il y a eu Raymond Chance et aujourd'hui on est 5 intervenants professionnels. Donc il y a Lisa Wolf qui intervient sur la cornemuse. Il y a Jérémy Vanglabec qui intervient sur l'accordéon diatonique, qui est installé sur Rouen. Bertrand Bonnefoy qui est aussi installé sur Rouen, qui est facteur de guitare et lui leur montre de fabriquer un ukulélé. Timothée Jean qui est luthier quatuor, qui est installé à Montluçon, et moi-même à la vielle à roue, et on intervient tous à peu près 3 et 4 semaines. C'est vraiment de faire découvrir aux gens la lutherie en fait. Et après, s'ils sont fans de ce métier, ils peuvent partir après sur les écoles comme Mirecourt, comme Newark en Angleterre, comme Crémone en Italie, et ou d'autres, ou l'ITEM, un truc comme ça. Alors non. Nous on a une quinzaine en facteur de vielle. Je pense qu'on n'a pas vraiment été beaucoup plus. Cette école de Mirecourt a été créée par des luthiers, parce qu'en 72-74, ils étaient plus qu'une vingtaine. Aujourd'hui, il y a plus de 700, voire 800 luthiers inscrits à la chambre de métier sur la France. Donc là, c'est un peu l'inverse. Il y a un peu trop de luthiers par rapport à la demande, et il y a surtout la Chine. Aujourd'hui, alors dans la vielle à roue, je crois que ça les intéresse pas, et je pense que c'est pas un marché assez gros pour que ça les intéresse. En quatuor comme en guitare, là par contre ils font des trucs qui sont pas chers et qui marchent très bien. Je vois la marque Takamine, une guitare à 350 €, ça vaut l'équivalent d'une guitare à 6 000 € chez un luthier. Donc beaucoup de facteurs de guitare, leur boulot principal c'est pas de fabriquer, c'est plutôt de réviser ou faire des réglages. Donc les musiciens vont voir le luthier pour faire un réglage plus personnalisé sur la touche, le son, machin et tout, mais c'est sur des instruments chinois. Et il y a beaucoup de luthiers en France qui font fabriquer les instruments en Chine, c'est-à-dire qu'ils les font, ou en Roumanie, ils les font, ce qu'on appelle ils les mettent blancs, c'est-à-dire sans vernis, sans rien. Ils les achètent à 30, 40 € et ils les revendent 20 000 €. Il n'y a pas qu'en France, hein, c'est juste la différence entre un violon chinois et un violon ou une guitare, c'est que c'est standardisé. Et donc, ils ont tous le même réglage, c'est-à-dire la hauteur entre la touche et la corde, c'est une hauteur standard. Et donc, s'il y a des musiciens qui appuient plus ou moins fort, faut qu'ils changent. Donc là, il faut qu'ils bougent un peu le chevalet. Et là, ils vont voir le luthier pour faire ces réglages. C'est un peu la différence d'une guitare d'un luthier, c'est-à-dire que, ou comme la vielle, c'est que on va personnaliser le réglage de l'instrument par rapport au musicien. Là, quand il va venir chercher la vielle, et il va arriver le matin, il va repartir que l'après-midi, parce que on va bosser ensemble pour qu'elle soit optimisée pour qu'il puisse la jouer correctement. De plus en plus de musique, il y a beaucoup de musiciens professionnels. Donc s'ils prennent des musiciens professionnels de chaque façon de jouer, ils vont arriver à faire des guitares de telle sorte, et ça sera au musicien pour acheter la guitare qu'il veut en fait. Et comme ils en font plein, ils en sortent 2000 à la journée presque. Donc en fait, ils peuvent vraiment choisir ce qu'ils veulent en fait. Contrairement à nous, on fait la commande et la personne nous fait confiance. En comptabilité, je suis à 72% de charge, 48% URSSAF, donc ça c'est obligatoire. Et après, le reste c'est sur la matière première, l'électricité que j'ai utilisée, tout ça. Donc ça me reste dans ma poche que 28%. Je vis avec 28% en France. J'ai Hilfmann, mon collègue allemand, qui est facteur de vielle. Je l'ai eu en cours au lycée de La Châtre parce qu'à l'époque, je n'avais pas les cours de lutherie, je faisais des cours de vielle. Donc pendant une journée, je l'avais eu. Et il voulait s'installer en France parce que pour lui, c'était la vielle,
ça se vend plus en France. Il a dans un petit village qui était vide des métiers d'art, comme nous à La Châtre, mais il a eu un atelier gratuit, un loyer, sans loyer pendant 5 ans. Il a eu une subvention de 180 000 € pour s'installer, donc il s'est acheté des machines au top. Une scie comme ça, moi ça vaut 3 000 €. Il en a une super performante, enfin voilà. Après, je suis nul en langue. Puis j'aime bien être ici quand même. Ce qui me lève le matin, c'est pas d'avoir une piscine de la Ferrari. Parce que si c'était l'argent, j'aurais pas fait ce boulot-là. Je suis à peu près au SMIC. Hein. Si j'arrive à me sortir 1500, 1600 € net par mois. Après, c'est pas pareil. Quand on est patron, il y a d'autres avantages. J'ai beaucoup de boulot. Si j'avais moins de boulot, si je manquais de boulot, je pense que j'en ferais d'autres. J'ai certains collègues qui font des ukulélés, il y en a d'autres qui font des mandolines, des bouzouki. Mais moi j'ai 4 ans de boulot. Et puis j'aurais bien voulu former quelqu'un, avoir un salarié, mais on nous demande des normes. En France, là je vois Sébastien Hitzmann, il a 4 ouvriers. Ils ont des statuts différents, c'est-à-dire qu'il a un salarié qui utilise 25% de son temps. Et les autres pourcents, il va dans d'autres artisans et il va tourner comme ça. Ce qui fait qu'à la fin du mois, il a toujours son salaire à 100%. Il l'a formé sur telle machine, il fait que des caisses. Et c'est-à-dire que lui, il peut pas lui prendre son boulot parce il sait faire que des caisses, il sait pas faire le reste. Et il avance comme ça. Et il fait 6 vielles par mois. Et il a 2 ans et demi de délai. Donc ça veut dire que moi, j'ai 4 ans de délai, je fabrique une vielle par mois. Lui, il en fait 6 par mois, il a 2 ans et demi de délai. C'est-à-dire que à lui tout seul, il fournit énormément de vieles. Et lui m'a dit, les normes sont pas faites pareil. Si ma machine est aux normes, c'est-à-dire comme celle que j'ai là, elle a été achetée à la norme CE, si la personne s'est fait du mal, c'est qu'il a fait une bêtise. C'est exactement comme un accident de bagnole. C'est très rare que ça soit à cause de la voiture. Quand il y a un accident de voiture, c'est souvent 99% du temps, c'est à cause du chauffeur. Dans les machines, c'est pareil. Si on n'a pas fait attention, si on n'est pas bien concentré, ben c'est là qu'on s'abîme les doigts. Donc là, si jamais j'ai un salarié, s'il s'abîme les doigts, eh ben c'est moi qui prends sur mon truc. Les voix, ceux qui viennent au lycée de La Châtre, en fait, il faut essayer en fait. Et il n'y a pas besoin d'être dans le bois. Moi, je suis passé dans le bois. J'ai d'abord fait CAP d'ébénisterie et tout ça parce que je voulais toucher le bois. Et après, je suis parti dans la lutherie et c'est un instrument en bois, mais on n'est pas obligé. Hein. Moi, j'ai des élèves. Cette année, il y en a qu'une qui a un BEP menuiserie, mais tous les autres, ils viennent de tout confondu. L'an dernier, j'avais eu une comptable qui avait jamais touché un ciseau à bois, qui avait jamais touché un morceau de bois d'ailleurs. Et à la fin de l'année, elle a fait son violon. Elle a super bien bossé, super attentive. Et en fait, ce qu'il faut juste, c'est la motivation. Si on se pose des questions, bah on avance. Si on avance. La classe de lutherie, en fait, c'est une formation complémentaire. Donc, on accueille des gens. Cette année, j'ai 10 élèves. Sur les 10 élèves, il y en a 3 qui sont mineurs, mais tous les autres sont majeurs, dont une dame qui a mon âge, 50 ans, et une autre qui a 62 ans. Et en fait, qui a envie ces dernières années, en fait, elle a envie de toucher autre chose, elle est infirmière. Donc, elle veut faire un truc, elle m'a dit, plus terre à terre. Et elle me dit, plus dans l'urgence. Ça va être un peu plus compliqué, c'est de trouver des stages et trouver des patrons pour l'apprendre. Parce que 3 semaines avec nous, ça va pas suffire. Alors là, moi, j'utilise de la nacre reconstituée. Je vais vous montrer tout à l'heure les plaques. En fait, quand j'ai commencé à fabriquer des vielles en 98, la nacre était assez grosse. Aujourd'hui, avec la pêche qui est il y a des surpêches, les coquillages n'ont plus le temps de grossir et donc la nacre est de plus en plus petite.